pour essayer de porter un nouveau programme dans cette terre, on va dire, qui est un peu une terre de mission, parce que c'est une terre qui est un peu, comment dire, de droite, voilà. On va pas dire autre chose, mais quand on voit que Poudin a été longtemps député ici, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Donc, tout simplement... Alors, je vais laisser la parole aux différents intervenants. Alors, juste à ma gauche, il y a Vincent Liechti, qui fait partie de la direction départementale du Parti communiste français. Il y a Jean-Christophe Talibar, qui fait partie, qui est responsable départemental du Parti de gauche, et qui va nous parler notamment de l'emploi et des salaires. Il y a Claire Vigneault, voilà, donc, qui est au milieu, qui est notre candidate. Et il y a tout au bout Alain Levotte, qui a été pendant longtemps, enfin qui est maire honoraire de Magny-les-Hameaux et qui a tout un tas de responsabilités associatives notamment, et qui va nous parler de l'écologie. Donc, alors juste pour un petit mot sur le contexte, évidemment ça n'a échappé à personne, on a changé de président de la République il n'y a pas si longtemps. Alors effectivement c'est un président de gauche. Le changement commence à apparaître un peu avec un peu de saupoudrage, mais la volonté du Front de gauche, c'est notamment de proposer un changement, évidemment, maintenant, mais surtout un changement en profondeur. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise, on est dans une situation où, notamment, beaucoup de pays européens veulent imposer une politique d'austérité au peuple, et c'est pour ça, notamment, que le Front de gauche a un rôle à jouer, pour éviter que le peuple paye pour les banques. On le voit d'ailleurs, ça commence à se révolter dans pas mal de pays, ça commence à se révolter en Grèce, les gens ont voté majoritairement contre l'austérité. Donc c'est dans ce contexte-là que la candidature de Claire Vigneault est effectivement importante. Même dans les territoires, on n'a pas forcément la volonté, enfin, on n'a pas forcément la chance, on va dire, de pouvoir penser à une élection. Mais voilà, chaque voix va compter, et surtout, comment dire, le discours doit être, il doit y avoir une bataille culturelle, le discours doit être propagé au plus grand nombre sur le fait que, effectivement, le libéralisme n'est pas la seule voie à suivre. Voilà, alors, je vais laisser la parole aux intervenants. Alors, vient d'arriver la suppléante Tia Mézières, donc la suppléante de Claire Vigneault, voilà, donc qui va l'accompagner dans le combat législatif, en tout cas dans la campagne. D'accord. Donc, je vous laisse en compagnie de Claire Vigneault, voilà, qui va pouvoir faire son discours. Alors, bonsoir à tous. Je suis très contente de pouvoir faire ce meeting, cette réunion publique sur Maurepas. C'est notre 3e réunion publique sur la 10e circonscription, puisqu'on a commencé par faire une réunion publique à Rambouillet et puis à Saint-Armand mardi. Ce soir, aujourd'hui, avec les Maurepasiens et les habitants des alentours. Et c'est une très bonne chose de pouvoir venir à la rencontre de l'ensemble des citoyens et des habitants du territoire. Donc je m'excuse par avance parce que c'est vrai qu'arrivé en fin de campagne, je suis un petit peu fatiguée. Je vais essayer de ne pas être trop longue et puis d'être concise dans mon propos. Bon, effectivement, j'ai accepté cette candidature pour porter les propositions du Front de gauche à l'élection législative, c'est-à-dire une élection qui élit des députés qui représentent donc, les citoyens qui ont voté pour eux localement, mais à l'Assemblée nationale pour voter et proposer des lois qui concernent l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai qu'on a quelques axes de campagne qu'on a définis sur le territoire, mais qui sont toutes en tout cas des questions qui concernent l'ensemble des Français. Je suis d'autant plus intéressée par cette candidature sur ce secteur historiquement ancré à droite, parce que on sent le ras-le-bol des citoyens de cette politique d'austérité qui est appliquée en France depuis plusieurs dizaines d'années, et notamment avec
un candidat qui est M. Poisson, hein, qui a déjà été député à 2 reprises hein, concernant la circonscription, et qui est un personnage politique de la droite la plus radicale, et qui porte le constat et les résultats de la politique sarkozyste qui a amené une hausse considérable du chômage, des inégalités, la casse des acquis, des droits sociaux, et qui continue de soutenir cette politique d'austérité à tout prix et de saignement de l'ensemble des services publics. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, cet engagement, il n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Moi, je suis conseillère municipale à Rambouillet. Je suis engagée depuis longtemps dans le milieu associatif et militant politique. C'est vrai que pour moi, la lutte contre l'injustice sociale et les inégalités, elle est primordiale. Ça fait mon quotidien. C'est mon combat dans mon métier d'assistante sociale et mon combat dans mes activités militantes. Et je suis intéressée aussi de pouvoir faire de la politique sans que ça soit forcément un métier, puisque aujourd'hui la politique elle est accaparée par des politiciens de métier qui s'accaparent et le pouvoir et une partie des richesses, hein, en lien avec les grandes entreprises, les marchés financiers. Nous, l'idée de la 6e République, c'est bien de redonner de la démocratie partout sur la scène politique, mais aussi dans les entreprises et dans la vie de tous les jours, dans la vie associative, etc. Donc nous, on est déterminés pour dénoncer la politique capitaliste cette formation du Front de gauche, elle est issue du non social au traité constitutionnel européen et elle est le rassemblement de cette formation politique de gauche anticapitaliste, humaniste, écologiste et altermondialiste. Et écologiste, et ça c'est une question importante, c'est vrai qu'on a une candidate sortante, députée sortante, hein, Annie Pourcinoff, qui est candidate chez les Verts sur une liste où le suppléant est socialiste. Pour nous, les questions d'écologie, ce sont des questions prioritaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas négociables avec un parti qui prône une certaine austérité plus ou moins mesurée. Pour nous, les questions écologiques, elles sont absolument primordiale et on a des engagements très forts dans ce sens, hein, et notamment autour de la planification écologique. La planification écologique, elle est marquée dans toutes nos propositions. Et donc, notamment dans les questions, elle est étroitement liée et indissociable aux questions économiques. Donc je vais commencer par parler un peu de la politique économique. Aujourd'hui, on est dans une situation absolument catastrophique. On subit une logique capitaliste qui prône un profit maximal à court terme, qui nie les besoins humains, qui entraîne un productivisme, une surproduction, une surconsommation extrêmement importante et qui gaspille et pille l'ensemble des richesses naturelles notamment. Donc cette situation économique désastreuse qui est le résultat des choix politiques et économiques, on peut tout à fait y faire face. Aujourd'hui, on est dans une situation économique où il n'y a jamais eu autant de richesses. Et ces richesses, elles sont accaparées par un petit nombre de personnes qui se trouvent sur les marchés financiers, dans les très grandes entreprises, les multinationales, etc. Pour nous, il est absolument primordial d'organiser un nouveau mode de production pour un développement de toutes les capacités humaines et l'émancipation de chacun. Après que le secteur primaire de l'agriculture a été complètement abandonné, ça on en a parlé un petit peu plus sur Rambouillet et les alentours où il y a un secteur rural, semi-rural assez important, le secteur secondaire, l'industrie, a été complètement abandonné par les nombreuses délocalisations qui mettent en concurrence les peuples, qui vont exploiter les peuples européens et les autres peuples des pays du Sud, et qui font disparaître un très grand nombre d'emplois en France dans le secteur de l'industrie. Nous, on est pour une réindustrialisation extrêmement importante qui favorisera l'éco-développement dans le cadre de circuits courts de production, de distribution,
Voilà, l'idée c'est de produire autrement, de consommer autrement, de répartir la richesse et les échanges autrement. Donc pour cela, on relocalise la production, on interdit l'ensemble des licenciements boursiers, on taxe la fuite des capitaux, et ce sont des mesures qui peuvent être prises très rapidement, qui peuvent être prises tout de suite. C'est le fruit de choix politiques. Pour nous, l'augmentation du pouvoir d'achat, qui est aussi un élément essentiel du bien vivre, elle peut aussi se faire très rapidement. C'est-à-dire que nous, on est pour l'augmentation immédiate de l'ensemble des bas salaires, avec un SMIC à 1 700 € brut par mois, aucune pension de retraite sous ce SMIC, qui permet une meilleure consommation, une consommation plus adaptée en fonction de nos besoins réels. Cette augmentation du SMIC, elle peut se faire par plusieurs mesures. Le plafonnement des plus hauts salaires, qui permet de redistribuer l'argent aux bas salaires, et la limite dans limiter l'actionnariat et l'accaparation, je ne sais pas si c'est comme ça, l'accaparement des richesses produites par les salariés, accaparement par les actionnaires. Aujourd'hui, 2/3 des bénéfices d'une entreprise vont aux actionnaires et 1/3 est destiné au salaire et à l'investissement dans les entreprises. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Il y a 30 ans, 2/3 des bénéfices allaient aux salariés et à l'investissement dans les entreprises. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est aussi important, c'est de mettre un terme à l'ensemble de tous les contrats précaires qui sont devenus quasiment les seuls contrats proposés aujourd'hui. Le Front de Gauche, on propose que le CDI soit la norme du contrat de travail pour sécuriser les salariés, pour lutter contre la précarité de la population et notamment des jeunes qui sont particulièrement touchés par ces questions de précarité. L'idée aussi dans l'entreprise, c'est de renforcer les droits sociaux. Mais je ne vais pas m'étendre plus puisque Jean-Christophe vous détaillera un petit peu ces questions-là. Donc, il y a une autre question qui est assez centrale dans notre politique et dans nos propositions, c'est la question du développement des services publics. Les services publics qui sont les garants de la satisfaction des besoins essentiels et de l'accès aux droits fondamentaux, quel que soit le revenu et quel que soit le lieu d'habitation. Alors, ces besoins fondamentaux, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'énergie, c'est le transport. Et les droits fondamentaux, ça doit être la santé, l'éducation, le logement, la justice, le droit du sol. L'ensemble de ces besoins et de ces droits, ils sont aujourd'hui ouverts à la concurrence et offerts au marché. C'est absolument inacceptable. Ces droits doivent être réglementés dans le cadre de services publics accessibles à tous. Nous sommes également pour développer un certain nombre, donc pour renationaliser un certain nombre d'entreprises, ce qui permettra aussi de faire rentrer de l'argent dans les poches de l'État et de proposer des services qui soient accessibles à tous, et notamment un service public bancaire. Ce service public bancaire, il permettra de lutter contre les spéculations et de favoriser l'investissement, et notamment d'aider et de soutenir les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas accès au crédit, puisqu'il faut garantir d'un certain nombre de revenus, etc. Donc voilà, un des services publics que nous souhaitons créer, qui est le service public bancaire. Il y a le service public du médicament, dont on peut parler aussi sur les questions de la santé. Je pense qu'on a tous pu constater personnellement, ou en tout cas on connaît certainement tous dans notre entourage, des personnes qui ont besoin de soins et qui ne peuvent plus se soigner convenablement parce que la santé c'est devenu un marché et c'est extrêmement coûteux aujourd'hui. Il y a 16% de la population des patients qui nécessiteraient des soins qui ne peuvent pas y avoir accès faute de moyens financiers. Donc pour nous, il est très important de lutter contre le démantèlement des hôpitaux, des centres de soins, des centres d'IVG, garantir l'accès gratuit à la contraception, à l'IVG, abroger les lois Bachelot, hôpital, patient, santé, territoire, et la loi qui institue la T2A, qui sont deux lois qui précarisent les personnels de l'hôpital. À Rambouillet, par exemple, le centre hospitalier de Rambouillet, il y a 11% des personnels qui sont des personnels précaires en grande difficulté.
ces lois, elles entraînent aussi des difficultés de financement de l'hôpital public. Aujourd'hui, l'hôpital public ne peut plus être financé de manière globale comme c'était le cas avant, et il y a un certain nombre de procédures extrêmement complexes à suivre, à remplir pour pouvoir avoir accès à un budget dans l'hôpital, et puis qui doit être validé par l'Agence régionale de santé, qui est une structure absolument antidémocratique qui a englobé un certain nombre d'organismes d'hospitalisation, de sécurité sociale qui existaient et qui étaient de manière indépendante accessibles à tous. Ce qui est très important, c'est d'investir massivement dans l'hôpital public et de rembourser l'ensemble des soins. La santé, elle doit être remboursée à 100% par la sécurité sociale, y compris des frais qui sont extrêmement coûteux, des soins qui sont extrêmement coûteux, c'est-à-dire les lunettes et les soins dentaires. Donc pour tout ça, on propose le remboursement par la sécurité sociale à 100%. L'interdiction des dépassements d'honoraires. On a tous aussi été confrontés à des médecins qui appliquent des dépassements d'honoraires outrageux, et ça, c'est absolument plus possible, avec pareil des plages pour ce qui concerne la radiologie par exemple, et un certain nombre de services qui ne sont accessibles que si on va en consultation privée. Donc si on va en consultation publique, on peut attendre 3 mois. Par contre, si on va en consultation privée, donc on paye des honoraires absolument exorbitants, là on peut avoir accès aux services en 15 jours. Donc ça, c'est absolument pas possible. Et puis, pareil, le secteur semi-rural et rural, c'est l'aide à l'installation des médecins sur ces secteurs-là pour lutter contre cette désertification médicale. Et bien évidemment, en instaurant un partenariat avec la médecine libérale. Et je vous parlais tout à l'heure des nouveaux pôles publics que l'on souhaite créer, et dans ces pôles publics, il y a celui du médicament. Le pôle public du médicament permettra d'avoir au moins un laboratoire pharmaceutique qui sera chargé de faire la recherche, la production, la distribution et le contrôle des médicaments, et qui permettra aussi de limiter le coût des médicaments dans les autres laboratoires et pharmacies. Suit à la question de la santé, la question du social. L'accompagnement social aujourd'hui, il est complètement pris dans des logiques financières et il faut absolument en sortir. Abroger les lois sécuritaires, les lois Perben 1 et 2, la loi de prévention de la délinquance et de protection de l'enfance de mars 2007, qui pénalise les personnes en situation de fragilité et les enferme dans des dispositifs en niant les droits individuels. Le développement d'un service public de la petite enfance et la création de 200 000 places en crèche sont aussi absolument essentiels aujourd'hui. Mieux adapter le droit du travail à la maternité et aux besoins des tout-petits. Créer un véritable pôle public du logement. Le logement, ça c'est une question extrêmement importante, notamment sur notre secteur. On se trouve en grande difficulté pour payer un loyer dans les logements privés, et puis alors si on veut avoir accès à un logement public aujourd'hui, c'est des délais d'attente absolument exorbitants, etc. Donc créer un pôle public du logement avec une gestion démocratique, sous contrôle des citoyens, et la création de 200 000 logements sociaux par an nous paraît également des mesures indispensables, en régulant et plafonnant bien évidemment les loyers dans le cadre du privé. C'est l'ensemble de la population qui doit vivre dans cet état de bien-être, et y compris les personnes vulnérables. La prise en charge de la petite enfance, je vous le disais, des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées doit tenir compte aussi bien des besoins et caractéristiques physiologiques et psycho-affectives, et elles ne doivent pas répondre à une logique d'économie sous prétexte de dette publique, de diminution de subventions, comme c'est le cas aujourd'hui, et on le voit notamment dans le milieu associatif. L'État, il doit être le garant de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Le Front de gauche défend ces principes avec autant de force que ceux qui se sont battus pour les obtenir. Au contraire de l'ancien président, soutenu par M. Poisson, qui défend lors de son meeting, donc M. Sarkozy, pendant l'élection présidentielle, a organisé son meeting à la Concorde en 3 parties. Travail, famille, nation. Dans une position qui se rapproche dangereusement de l'extrême droite, avec un repli sur soi qui oppose et divise les citoyens entre eux. Ce temps-là, il est terminé. Nous réaffirmons les principes de la Déclaration des droits de l'homme
l'égalité de tous les êtres humains, hommes, femmes, quelle que soit son origine et ses croyances. Les problématiques insécuritaires, elles ont été créées et instrumentalisées par le système capitaliste. Les peuples ont été utilisés dans des migrations choisies, négociées entre les États. Oui, il faut que je finisse. Et ensuite, les personnes immigrées ont été mises au rebut dans des ghettos. Ces problématiques sécuritaires, elles ont amené une extrême droite raciste, xénophobe, régressive et profondément intéressée par l'enrichissement des plus riches familles bourgeoises de souche française. Je crois que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer et le glissement de la réflexion des gens sur la responsabilité des immigrés dans la société, dans la crise de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Le problème, c'est pas les sociétés, le problème, c'est les marchés financiers, c'est les banques qui se sont appropriés l'ensemble des richesses et qui gouvernent nos propres gouvernements aujourd'hui. Donc, pour tout ça, l'élan de la gauche capitaliste et progressiste à travers toute l'Europe et le monde, elle est un grand espoir qui est nécessaire parce que le Parti socialiste ne s'est pas désengagé de la politique d'austérité qui répond à une dette qui pour nous est illégitime, que les citoyens doivent élire les 10 et 17 juin le plus de députés du Front de gauche qui porteront et soutiendront les lois progressistes et combattront les propositions contraires à la justice sociale, au redéveloppement économique et à la priorité écologique. Voilà. Je pense que ce qui est aussi important à dire, c'est que toute cette politique et toutes ces propositions, elles sont organisées dans le cadre d'un budget prévisionnel, c'est-à-dire qu'on nous oppose souvent le fait que vous avez de grandes ambitions, mais en même temps vous n'avez pas les moyens. On n'a pas les moyens de mettre en place cette politique sociale. C'est absolument faux. Aujourd'hui, il y a un budget qui a été organisé avec des recettes et des dépenses, et le pays et le budget de l'État peut être un budget bénéficiaire et qui permettra éventuellement de rembourser la partie légitime de la dette. Voilà, j'ai été un petit peu longue et un petit peu désordonnée, je vous prie de m'en excuser et je vais passer la parole à Jean-Christophe, voilà, ou Thierry. C'est... Donc merci d'applaudir Claire, voilà, donc, qui est candidate, et c'est pas facile tous les jours parce qu'elle est là, présente ici ce soir alors que c'est pas la ville où elle habite évidemment, et qu'elle est présente évidemment dans tout un tas de lieux du département, tous les week-ends, en soirée, donc voilà, c'est quelque chose de fatigant et c'est quelque chose d'éprouvant, voilà, et je tenais à la remercier pour cette... pour avoir le courage de faire cette campagne. Maintenant, je vais laisser la parole à sa suppléante plutôt, pour un court exposé sur les services publics. Et par contre, par solidarité avec le reste de la tribune, les autres intervenants devront faire un peu plus court au niveau de leurs interventions. Sinon, on va se fâcher avec le monsieur de la mairie de Morpa. Voilà. Bonsoir. Alors, court, je ne sais pas si ça va l'être, je vais essayer en tout cas. Je suis contente d'être ici ce soir parce que je travaille sur Morpa, donc je connais un peu la ville. Je travaille au lycée des Sept-Mars à Morpa. Voilà, et on a eu des luttes sur l'éducation nationale. On a dû se battre pour notre lycée qui devait fermer à cause des lois qui sont passées, du manque de personnel. Donc moi je vais vous exposer donc des points plus des constats et des solutions du Front de gauche sur certains services publics. Bien sûr on ne peut pas faire tous les services publics, enfin je ne peux pas vous exposer tous les services publics parce que sinon effectivement ça ne sera pas court du tout. Mais voilà, donc je vais essayer d'être claire et de ne pas être trop longue. Donc aujourd'hui les services publics ont un rôle fondamental dans la vie de chacun. Ils ont une mission générale, une prestation particulière qui est due par l'État à tous les citoyens appelés usagers, donc nous. Ils sont essentiels et pourtant aujourd'hui, à cause du gouvernement mené par Sarkozy, ils ont été détruits à grands coups de réformes, plus destructives les unes que les autres, afin de les privatiser et pour mieux répondre à la demande du capitalisme. Quand on sait qu'à elles seules, les collectivités locales assurent 73% de l'investissement public, on comprend mieux l'intérêt qu'a l'État de les rendre payantes. Les anciens dirigeants ont asphyxié financièrement les collectivités en les privant de la fiscalité sur les entreprises et en gelant pour 3 ans les dotations de l'État tout en réduisant l'emploi public.
Alors je vais commencer par la santé. La loi votée en 2009 a hiérarchisé les niveaux d'hôpitaux. Donc les hôpitaux locaux sont devenus des maisons de santé, les centres hospitaliers généraux assurent plus que les actes courants, chirurgie, obstétrique, ainsi que les services spécialisés. Donc tout cela, ça a entraîné bien sûr des fermetures de services dans les autres hôpitaux et puis bien sûr a entraîné des fermetures d'hôpitaux. Excusez-moi. Donc du fait, les services diminuant, les capacités d'accueil ou de rendez-vous hospitaliers ont considérablement diminué. Il est scandaleux que la santé soit considérée comme un secrétariat d'État. Donc le Front de gauche a, lui, par le Conseil régional, organisé l'année dernière des assises régionales de la santé qui a permis à tous les acteurs professionnels de santé d'établir un véritable état des lieux de la situation de la santé en Île-de-France et ainsi d'élaborer des propositions alternatives pour une politique de santé juste, efficace et répondant aux besoins des populations et des professionnels. Les transports publics, eux aussi, ils ont été touchés par les restrictions de budget et de personnel. L'ancien gouvernement les a rendus beaucoup moins compétents dans leur service aux usagers et à force de suppression d'emplois pour augmenter la rentabilité de la SNCF, la politique dite de révision générale a détruit toute possibilité d'un service satisfaisant. On le subit, toutes les personnes qui peuvent prendre des transports le subissent aujourd'hui. Ici aussi, le bilan est accablant. Pour s'enrichir, ce sont une fois de plus les employés et les citoyens qui ont payé. Alors que cela faisait des années que les élus du groupe avaient appelé à l'urgence d'un investissement massif en banlieue, le Front de gauche a, lui, permis d'investir 32,4 milliards d'euros pour l'amélioration du réseau ferroviaire déjà existant avec la modernisation des transports. Et par la suite, on verra se construire une rocade de métro. En ce qui concerne la justice, depuis 2008, 178 tribunaux d'instance, 23 tribunaux de grandes instances et 55 tribunaux de commerce sont fermés. Depuis le 1er janvier 2011, ce sont 862 juridictions contre 1190 avant la réforme qui assurent le service public de la justice. La loi prévoyait aussi de supprimer les jurés populaires d'assises de première instance. Donc en fait, le droit aux citoyens de venir comme juré à des... comme juré. Donc là encore, le Front de gauche a des solutions. Pour désengorger les tribunaux et réduire ainsi les temps d'attente, il suffirait de doter le ministère de la Justice d'un budget satisfaisant et conséquent. Et enfin, l'enseignement. Donc ici, l'éducation nationale, puisque c'est le service public, a elle aussi vu ses valeurs bafouées. Alors qu'elle doit garantir l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, on lui enlève toute possibilité d'offrir l'accès au savoir pour tous. Donc 13 500 postes ont été supprimés en 2010, 14 000 en 2012, et en 2008, un poste sur 3 n'a pas été remplacé. L'objectif était quand même de passer à un poste sur 2 en 2012. Donc, suite à toutes ces réformes, il y a le FlexiProf, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été créé. En fait, c'est faire plus d'heures, plus de matières, et pour des coûts moins élevés. En 2010, les profits des seules entreprises du CAC 40 représentaient le double des moyens financiers accordés à l'enseignement. Donc le Front de gauche propose qu'avec cet argent, on recrute 150 000 enseignants et 45 000 personnels, de pré-recruter les futurs enseignants dès la première année d'université grâce à une allocation d'autonomie, de lancer un grand plan de lutte contre l'échec scolaire, de créer une formation répondant à l'enjeu de la complexité des savoirs, etc. etc. Donc ne l'oublions pas, selon la définition, les services publics sont dus par le gouvernement à tous les citoyens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ne serait-ce que dans l'éducation nationale, on sait que, que l'éducation nationale n'est pas équivalente pour toutes les personnes, selon si on a les moyens ou pas. Et surtout pour l'enseignement en général, vu qu'avec les écoles privées, il suffit de payer pour avoir un enseignement meilleur que dans l'école publique, où on